C'est un tout. Je me dis: «Mais dans quoi je mets les pieds?» J'ai 22 ans, il est plus vieux que mon grand frère, il a moins d'écart avec mon père qu'avec moi. Je vais tomber dans un état de quasi-dépression parce que, il y a cette volonté d'aller plus loin, il y a cette attirance, il y a cette volonté de ne vraiment pas faire de mal à mes enfants. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Victoria a 22 ans, elle est étudiante et vit encore sous le toit familial. Sa vie commence et elle aspire à une certaine stabilité. Guillaume a 40 ans, il est marié, il a 3 enfants et une vie bien rangée qui coche toutes les cases de la vie parfaite. Rien ne présageait qu'ils se rencontrent. Pourtant un jour, leurs chemins se croisent et tout vacille. Tout est remis en question. Comment faire face à un tel tsunami ? Comment faire face à une rencontre qui chamboule tout ? La vie que tu t'es construite, tes valeurs, tes idées, ta conception du bien et du mal. Est-ce vraiment une bonne idée de s'engager dans une relation amoureuse incertaine, malgré son lot d'obstacles, de doutes et de peurs ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, prendre le risque de l'amour. Est-ce que tu relèves le défi des 5 hashtags pour te décrire ? Je relève ce défi, qui n'a pas été compliqué. Le premier, et ça va beaucoup faire rire Guillaume, mais je pense que c'est le plus grand et à la fois un énorme défaut. Je dirais que je suis maniaco-maniaque. J'aime quand tout est cadré, tout est bien rangé. Je trouve que ça a un côté hyper rassurant et du coup, je crois que je suis très chiante avec ça aussi. Le deuxième hashtag pour me décrire, j'ai trouvé Full in Love, parce que c'est exactement la situation dans laquelle je suis actuellement, et ça, on s'en rend compte que quand on rencontre la bonne personne. Le troisième hashtag que j'ai choisi, c'est Family First, parce que pour moi, la famille au sens large, autant notre famille avec les enfants que la famille de Guillaume et la mienne réunie, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment notre famille. Le quatrième hashtag que j'ai choisi, c'est je pense un rapport aussi avec notre histoire, c'est Jésus love you, parce que tu le verras plus tard, mais c'est quand même quelque chose de déterminant. Et le dernier, qui résumerait finalement bien la situation et notre histoire, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. J'ai rien à rajouter parce que ça résume parfaitement ce qu'il en est et ce que ça représente pour nous. Alors, par ordre d'importance, le plus important qui me décrit le mieux, mes enfants, ma vie, hashtag amoureux, mal aimant, hashtag dans ma tête, au milieu des gens, hashtag que j'aime beaucoup, Jésus t'aime, et hashtag humaniste. Est-ce que tu peux me les expliquer, s'il te plaît ? Alors, mes 3 enfants, ma vie, j'ai un parcours personnel un peu difficile, donc je suis papa poule et effectivement, je consacre toute ma vie peut-être, à mes enfants. Ça aura son importance tout à l'heure dans l'histoire de ma rencontre. Amoureux mal aimant, j'ai bien conscience que même si je suis amoureux, j'ai toujours des difficultés à exprimer et faire sentir l'amour que je porte, à part à mes enfants, à une femme. Dans ma tête, au milieu des gens, je me définis souvent comme un solitaire sociable. C'est-à-dire que je suis souvent dans ma tête, j'aime bien être entouré, j'aime bien être avec des gens, découvrir, d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres parcours de vie, mais j'ai besoin de solitude et de rester dans ma tête. Ce qui fait que quand on vit avec moi au quotidien, c'est pas toujours facile. Et Jésus t'aime parce que je suis croyant, pas très pratiquant parce que j'ai du mal avec, la façon dont c'est pratiqué, la façon dont la communauté chrétienne pratique. Donc je préfère retenir la phrase, essentielle de la Bible, c'est que Jésus t'aime, et je trouve que c'est le message le plus important, de la Bible. C'est pour ça que je dis que je suis croyant, pas pratiquant, mais j'essaye parce que c'est toujours faut être très humble, j'essaye d'être appliquant. D'accord. Ça veut dire quoi, appliquant ?
Bah, plutôt que d'aller à la messe et de se donner bonne conscience en se disant qu'on a fait son devoir de chrétien, j'essaye au quotidien, c'est difficile, d'appliquer ce à quoi je crois. L'amour pour les autres, le pardon et le non-jugement. Ce qu'on ne trouve plus du tout dans la communauté chrétienne actuelle. Parce que moi, je n'ai pas trouvé. Et ça existe peut-être. J'espère. Le hashtag suivant, c'était? Humaniste, ça va avec le Jésus t'aime. Dans la vie, il faut toujours être ouvert, être non-jugement, être en non-jugement pour accueillir les autres tels qu'ils sont et reconnaître leur histoire et découvrir à travers leur histoire pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui et sans juger. Juste les apprécier pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Je préfère être dans l'être que dans l'avoir. Second défi, les 5 hashtags pour décrire Guillaume? Alors le problème, c'est que j'en avais trouvé tellement Ah, c'est bon ça. que j'ai dû faire un choix. Le premier, j'ai choisi Papa Ours, parce que ses enfants, c'est vraiment toute sa vie et que du coup, je trouve que ça lui collait bien. Le second, ça le décrit très bien aussi, c'est cuistot mais pas bricolo. Parce que autant il est super bon en cuisine, c'est un super cuistot, je pense même qu'il a loupé sa vocation, mais autant en bricolage, c'est une catastrophe. C'est toi qui bricoles du coup à la maison? Ouais, c'est un peu moi qui bricole et lui, dès qu'il touche un truc, ça va jamais, enfin bref, je te passe les détails, mais c'est jamais très concluant. Le troisième, j'avais mis bon vivant, épicurien, parce que c'est aussi ce qui nous rapproche. Il aime bien recevoir, faire des bons repas, ouvrir une bonne bouteille. Et je trouve que c'est vraiment un point commun qu'on a et aussi un point qui le décrit parfaitement. Il est toujours OK pour partir, boire un verre. Enfin, c'est plutôt sympa. Le quatrième hashtag, j'avais mis peu pratiquant mais profondément croyant. Voilà, Guillaume, c'est quelqu'un qui pratique pas vraiment, mais qui dans la vie de tous les jours applique beaucoup les choses auxquelles il croit. Et en cinquième, après Papa Ours, j'avais mis le sens de la famille, parce que au-delà de ses enfants, il a un sens de la famille. Enfin voilà, je trouve que dans sa vie, ça a une importance capitale, et du coup, je trouvais que ça le décrivait bien aussi. Est-ce que c'est une référence à la chanson de Grand Corps Malade? C'est rigolo que tu me dises ça, parce que c'est une chanson que j'ai découverte il y a un truc comme une semaine. C'était dans mon flow, et je tombe sur cette chanson et je la mets en boucle et je me dis waouh, ok, je la partage à vraiment ma famille, et du coup je l'ai envoyée à Guillaume, à mes deux frères, à mon père et tout. Et je me suis dit ah ouais, mais c'est ça en fait. Et cette chanson que j'ai découverte il y a une semaine et j'ai déjà dû l'écouter en boucle dans ma voiture, je sais pas, une centaine de fois. C'est un peu moins philosophique, c'est plus sur le sentiment. Le premier, toujours par ordre d'importance, hashtag une belle princesse intelligente, hashtag elle sait donner de l'amour, hashtag maniaque, à en être consciente, hashtag je suis un peu trop enfermé dans moi-même, ce qui me correspond aussi, et hashtag le même Jésus t'aime. D'accord. Elle est aussi croyante. Elle est aussi croyante, oui, oui. C'est une des choses qui m'avait frappé à notre première rencontre. Est-ce que tu peux me raconter, avant de rencontrer Guillaume, quelle était ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? Tu avais quel âge? Comment se passait ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il s'était passé quelque chose de particulier dans ta vie à toi à ce moment-là? Alors, quand j'ai rencontré Guillaume, j'avais 22 ans. J'étais en études supérieures. Je vivais encore chez mon père. Je faisais des études par le biais du CNED, par correspondance. Et je travaillais à côté et notamment, j'étais pas mal engagée politiquement. Donc je faisais mes études et en parallèle, j'étais pas mal engagée. J'étais élue dans ma commune. Je vivais avec mon père, mes frères, enfin une petite vie d'étudiant, quoi. C'est pas commun d'être engagé politiquement à 22 ans? Ah, plus commun qu'on ne le pense. Enfin après, peut-être parce que je fréquentais aussi des gens qui étaient engagés et du coup, qui avaient potentiellement mon âge, mais si, moi je suis tombée dedans en 2017. À cause de quoi? À cause d'un discours qui m'avait beaucoup marquée, et notamment, moi j'ai un père qui n'est pas français, qui est étranger, et voilà, et dans ce discours, la personne disait qu'en gros, bah, on pouvait se sentir plus français que certains Français, même en étant qu'à moitié français. Et je m'étais beaucoup retrouvée là-dedans. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée de plus en plus à la politique et que j'ai fini par tomber dedans, un peu comme dans la potion magique d'Astérix. J'ai rencontré Victoria il y a une dizaine d'années à peu près. Ma vie était une vie bien réglée. J'étais marié, j'avais 3 enfants, 2 garçons, une fille. La dernière avait à l'époque une dizaine d'années.
et l'aîné avait 15 ans, à peu près 15-16 ans. Et c'était une vie bien rangée. Professionnellement, nous étions confortables, financièrement aussi. Les enfants ont aucune difficulté. C'était une vie bien rangée, avec une maison, propriétaire, le jardin, pas de chien, hein. Il manquait le chien dans le tableau idéal de la famille. Des enfants aimants, hein, qu'on aimait tous les deux beaucoup. On s'entendait bien, jamais de dispute. Mais avec mon caractère que je décris tout à l'heure, enfin ma personnalité surtout, quelqu'un assez solitaire, qui ne sait pas montrer l'amour, d'une part, donc des relations un peu pas conflictuelles du tout, mais usuelles, habituelles. On est dans une routine, un quotidien, et j'ai absolument horreur de la routine et du quotidien. Ça me stresse, ça m'angoisse de faire tous les jours la même chose ou d'avoir un schéma répétitif. Ça m'angoisse terriblement. Donc je cherchais à faire toujours plein de choses différentes et notamment dans mes entre guillemets loisirs, je m'investissais beaucoup en politique. J'avais un ami, alors pas moi directement, mais j'ai un ami toujours hein, qui est très investi en politique et que je suis, que je conseille, il me fait confiance, on travaille tous les deux et par rapport à ses objectifs et ses envies de politique, ben, je l'accompagne au quotidien. Qu'est-ce que tu faisais comme job à ce moment-là, Guillaume? C'est peut-être toujours le même aujourd'hui? Ah, c'est toujours le même, j'étais déjà chef d'entreprise, ça faisait 2-3 ans que j'avais créé mon entreprise que je dirigeais. C'est quoi comme type d'entreprise? Alors c'est une entreprise qui est en lien avec les RH, les ressources humaines, principalement dans l'aéronautique. Et donc, pour animer un peu ton quotidien, cet ami allait t'emmener avec lui dans ses aventures politiques. Alors voilà, alors je l'accompagnais sans cesse, ce qui prend beaucoup de temps, parce que la politique prend énormément de temps. Et nous étions la veille d'un 14 juillet, je crois, donc sur un pont, il faisait beau. Il avait invité Bruno Le Maire à rencontrer les adhérents de notre parti politique pour une réunion publique avec Bruno Le Maire. Sauf que nous étions un 14 juillet, donc il y avait peu d'adhérents ou de militants, ce qu'on appelle des militants qui donnent de leur temps au quotidien pour l'aider. Donc il m'avait demandé de venir et j'étais un peu tout seul, donc il a appelé un ami qui était beaucoup plus jeune que nous. Il lui avait demandé de venir nous aider. Moi, je rentrais de vacances. Je rentrais d'une semaine au Baléares avec une copine. Et je retrouvais un copain de collège pour se faire un petit pique-nique. On a de la chance d'habiter en bord de mer et en fait, on était allé s'acheter une petite bouteille, de quoi grignoter et boire un petit verre. Et du coup, voilà, on a commencé notre pique-nique. On était bien, il faisait beau, on avait la plage à perte de vue. Et il reçoit un coup de téléphone d'un élu local qui lui demande s'il accepte de venir l'aider en fait pour installer des chaises dans une salle parce qu'il devait y avoir un meeting avec une personnalité politique bien connue. Du coup, nous on était là, on est bien quand même, on est en bord de mer, on est cool. Mais on s'est regardé, on s'est dit bon allez, il faut aller filer un coup de main. Donc on a vite fini notre petit déjeuner idyllique et on est allé filer un coup de main et c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Donc on se retrouvait 1 heure ou 2 avant pour préparer la salle, préparer les petits fours. J'étais tout seul, et notre ami commun arrive, accompagné d'une jeune fille. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Donc nous avons installé, préparé la salle et préparé la venue de Bruno Le Maire avec mon ami et Victoria qui est restée en retrait, qui restait seule, assez isolée des autres, qui était, à mes yeux, très jolie. J'ai tout de suite remarqué. Elle m'a tout de suite attiré sur ce côté mystérieux. Je la connaissais pas du tout. Elle ne s'était pas présentée. Notre ami commun ne nous l'avait pas présentée. Donc, voilà, je restais avec ce mystère, cette jeune personne qui m'attirait beaucoup par son physique et par sa personnalité, ce qu'elle dégageait. Elle semblait très sûre d'elle tout en étant très mystérieuse. La première fois, on ne s'est pas du tout parlé. Je ne savais pas qui c'était. Donc on arrive dans cette fameuse salle, on installe, etc. Et puis après, le meeting commence avec les quelques papis-mamies du coin. On les laisse se faire et nous on restait pour pouvoir en fait tout remettre en ordre après la réunion. Et on écoutait d'une oreille tout en discutant un peu entre nous. Et Guillaume était là et je savais pas qui c'était. Je l'avais jamais vu. Alors que ça faisait déjà quelques temps que j'étais pas mal engagée, mais je l'avais jamais croisé. Et je pensais pas qu'il était du coin, je pensais que c'était je sais pas, un parlementaire qui était là avec son élu.
Je le vois et je me dis: «Ah, ce mec, il est intriguant quand même». Pourquoi? Je sais pas, il dégageait quelque chose, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais je sais pas, je trouvais qu'il dégageait quelque chose qui était intriguant, attirant, mais je savais pas quoi. Une fois que le meeting est passé, ben, il faut tout ranger. Donc nous avons tout rangé, toujours avec Victoria. On s'est pas parlé, hein, on s'était pas forcément parlé, on s'est pas vu. Moi, je suis un côté assez timide, Victoria est aussi, assez timide et je pensais que c'était la nouvelle petite amie de notre ami qui l'avait emmenée. Tu l'envisages comment à ce moment-là, lui? Ah, pas du tout, ah mais pas du Mais tout, oui, tu l'envisages pas comme un absolument pas. Je suis là, j'ai 22 ans, je sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il est plus vieux. Je l'envisage absolument pas. Je me dis juste: «Ah, c'est rigolo, je l'ai jamais vu, il est un peu intriguant, il a quelque chose qui me voilà, qui m'attire, mais je sais pas quoi». le meeting se termine, vous vous parlez pas. Le meeting se termine, on ne se parle absolument pas. Je repars en voiture avec l'ami avec qui j'avais déjeuné et ça s'arrête là. Chacun repart de son côté et dans la voiture, on fait un petit débrief de qui était là et cetera et moi je lui demande, mais je lui dis: «Ah mais ce mec-là, en costume noir, je l'ai jamais vu, c'était qui, tu sais?» et il me dit: «Ah bah oui, moi je le connais bien, c'est Guillaume. Il est élu à côté de Bayeux». Du coup je me dis: «OK». Donc tu vois, je me dis: «Bah, c'est rigolo, je l'ai jamais croisé» et ça s'arrête là parce que voilà, je voulais pas aller, enfin poser plus de questions, mais bon, j'avais un prénom. Ma première question était de demander à mon ami Cédric, que lui, qui était cette jeune fille. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue, et cetera. Donc forcément, j'ai tout de suite envoyé un SMS à Gabin, qui était l'ami commun, qui avait emmené, Victoria, pour savoir exactement, sans avoir l'impression de lui poser directement la question, je lui ai posé la question de savoir qui était cette, charmante nouvelle petite amie qu'il ne nous avait pas présentée. Il m'a répondu que ce n'était pas sa petite amie, ce qui me surprenait aussi parce que notre ami en question était homosexuel. Mais je l'avais déjà connu avec des copines, donc et c'est là qu'il m'a confirmé en rigolant que non, ce n'était pas sa petite amie, c'était une amie d'enfance. Toi, tu fais quand même le geste d'envoyer ce SMS alors que tu es marié. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, tu crois? La curiosité, plus que l'envie, parce que dès le début, je voyais bien qu'elle était beaucoup plus jeune que moi, sans mesurer tout à fait, quel était l'écart exact, mais plus jeune que moi, mais une telle attirance, un tel mystère, c'est étonnant. On a envie d'en savoir plus et voir, par rapport à cette volonté, enfin cette personnalité que j'ai d'aimer découvrir des gens et ce qu'ils sont. Elle était mystérieuse, donc ça m'intéressait de savoir, d'où elle venait, qui elle était, sans penser au départ, à quoi que ce soit, si ce n'est la découvrir cette personne mystérieuse, qui était restée isolée, dans cette salle. Parce que quand on est isolé, quand il y avait peut-être plus de 100 personnes pendant le meeting et cetera, elle était toujours à l'écart et ça m'avait surpris parce que moi aussi je me mettais toujours à l'écart. Comme je suis, voilà, je me considère comme étant pas le conseiller, mais celui qui aide, la personne politique, je me mets toujours à l'écart, pour pas, voilà. Et elle était pareille. Ça, c'était, peut-être au mois de juillet et je pense que courant du mois d'août, il s'avère qu'il commente une publication sur Facebook et là, je vois un Guillaume, je me dis: «Ah!» donc je clique sur, le prénom et je le reconnais sur sa photo de profil. Je me dis: «Ah ouais, ouais, c'est lui» et je me dis: «Bon allez, au culot, je l'ajoute». Après, quand tu baignes un peu dans le milieu politique, où les gens ont toujours des petits profils un peu, politiques sur Facebook et tout le monde s'ajoute, il y a pas d'arrière-pensée, en fait et voilà, et il accepte. Il fait un post sur un truc qu'il met en place dans sa commune, parce qu'il est maire de sa commune et moi j'étais moi-même élue dans ma commune et je dois lui répondre, je pense en MP directement. Je lui réponds en gros, «Ah ça m'intéressait réellement cela étant, j'aimerais bien avoir quelques infos». Dans le cadre de d'autres activités, j'avais sorti une application pour ma mairie, parce que je suis maire de ma commune. J'ai sorti une application et à l'époque, c'était, tout nouveau et Victoria était aussi élue du conseil municipal de sa commune. Elle était en charge de la communication. Donc je reçois, un message par, Facebook de cette jeune Victoria qui m'interroge sur cette application, avec une certaine moquerie, parce que moi j'étais une toute petite commune, elle était quand même, élue d'une commune beaucoup plus importante. Donc la petite commune, voilà, donc voilà, sur le ton de l'ironie. Puis, voilà, on a engagé la discussion à travers Facebook. Et c'est là que finalement la conversation a un peu commencé, si tu veux.
Ça a un peu enclenché l'échange. Je commente une fois en MP, je sais pas, il fait un post sur une chanson et les gens dans ses amis répondaient avec d'autres chansons et moi je lui réponds en MP avec une chanson, c'était genre une chanson qui me marque vraiment, c'est celle-ci et je lui envoie. Et il me dit un truc comme mais pourquoi en MP? Elle est superbe, t'aurais dû la partager. Et je lui dis bah non en MP c'est très bien quoi. Je voulais pas vraiment m'afficher. Elle a piqué ta curiosité quand même en étant un peu, comme tu dis, enfin, la dérision et l'humour, ça t'a plu, ça aussi, je pense. Oui, oui. La dérision, l'humour, qu'elle soit intéressée par la politique, vu que moi c'était une de mes grandes passions. Et au fil des discussions, je me suis rendu compte qu'elle avait ce côté, alors pas mystique, parce que souvent c'est un peu dévoyé comme terme, c'est un peu mal interprété, mais ce côté mystérieux. Au fil de nos échanges, j'ai découvert qu'elle était aussi très croyante. Et c'est peut-être plus ça qui a piqué ma curiosité en me disant, voilà, quel est ce destin qui nous a fait nous rencontrer? Et qu'est-ce qui se passe pendant ces discussions par message, du coup? Là, se crée vraiment une nouvelle relation entre vous ou pas encore? Oui, oui, oui. Se crée une nouvelle relation avec, toujours cette appréhension parce que, là, je découvre qu'on a 20 ans d'écart. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Toi, tu as plus de 40 ans à ce moment-là? Oui, j'ai plus de 40 ans, un peu plus de 40 ans. Et elle a 22 ans. Elle a 22 ans, voilà, tout à fait. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible pour un tas de raisons, mais il y a toujours cette attirance, pas intellectuelle, je sais pas comment le qualifier, mais on partage à peu près, la même vision de la vie, les mêmes, appétences pour la vie, le même goût, pour les mêmes choses. Donc il y a ce goût pour la discussion. Ensemble, on échange très facilement, à travers les moyens modernes, donc on laisse tomber la messagerie Facebook et on en passe très vite sur SMS. Il m'est arrivé, je pense, oui, on n'était pas encore ensemble, il nous est arrivé d'échanger par SMS toute une nuit entière, sans qu'on s'en rende compte. Donc 6h30, les enfants se lèvent, donc hop, je prends le relais, je m'occupe des enfants, etc. Et voilà, j'ai passé ma nuit à discuter avec Victoria. Donc il y a cette attirance, il y a ce besoin d'échange qui est très important, mais toujours cette limite de l'écart d'âge. Elle était jeune, célibataire. Moi, j'étais marié avec 3 enfants. Donc, c'est juste pas possible dans notre esprit d'aller plus loin. Est-ce que tu commençais à réaliser qu'elle te plaisait tant que ça, que tu aurais pu changer ta vie, mais que, en fait, l'écart d'âge le rendait impossible? Je me rendais compte qu'il y avait une attirance, il y avait un besoin d'échanger, avec elle, mais pour moi, il était hors de question par rapport à mes croyances, à mes valeurs, par rapport d'où l'intérêt de mes 3 enfants, ma vie. Il était hors de question que je provoque une situation qui rende mes enfants malheureux. C'était impossible pour moi. Donc après, une période très difficile, à la fois d'attirance, de besoin d'aller vers et cette retenue, vis-à-vis des enfants. Et finalement, je lui propose de venir boire un café à la mairie parce que moi j'avais des sortes de permanences et puis finalement il peut pas, enfin c'est un peu des rendez-vous manqués on va dire. Et un jour, l'ami avec lequel je déjeunais organise un dîner chez ses parents que je connaissais très bien pour ensuite partir distribuer des tracts dans les communes environnantes. Donc on se fait un groupe Messenger et on me dit bah voilà c'était je crois que c'était tartiflette chez mes parents samedi à telle heure et ensuite après on passe la nuit à boiter toutes les communes en binôme. Moi je réponds sur le Messenger, ok j'en suis, pas de souci, je serai chez toi. Et je n'avais pas vu que Guillaume était dans cette conversation, je pensais que c'était notre petit groupe de copains jeunes. Et Guillaume répond, moi aussi. Je me dis, ok, d'accord. Donc j'étais un peu... Enfin, tu sais jamais sur quel pied danser. T'as un peu mal au ventre. Tu te dis, bon, ouais, il y a quelque chose qui m'intrigue, mais en même temps, il y a aucune perspective. Enfin, j'étais un peu dans l'entre-deux, en fait. Ton esprit vagabondait quand même un peu sur une relation avec lui? Bah, non, pas sur une relation en tant que telle, mais je voulais en savoir plus. Je savais pas là où ça allait me mener, mais je voulais découvrir cette personne et je voulais en savoir plus. Et justement, au moment de faire les binômes, moi j'étais toujours en binôme avec un ami, Alexis, et au moment de faire les binômes, Guillaume dit bah moi je me mets avec Victoria. Ah, c'est lui qui l'a dit? Et c'est lui qui l'a dit. En gros, il a gentiment dégagé Alexis pour se mettre avec moi, ouais. Et donc du coup, on a passé toute une nuit à tracter ensemble. Mais bon, tracter si tu veux, il y en a un du côté d'un trottoir, l'autre du côté de la trottoir, il y a 5 mètres entre toi. Et je crois que j'ai passé ma soirée à lui dire « Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? Tu dis quoi ?» Parce que j'entendais absolument pas ce qu'il me disait.
Pourquoi? Parce qu'on s'entendait pas, en fait, on était trop loin, chacun de notre côté de boîte aux lettres. Et à la fin, il m'a regardé, il m'a dit: «Tu dis quoi?» Je pense que ça m'a fait rire. Un soir, on a pareil un élu, qui est toujours dans nos vies maintenant, qui, devait tracter plein de communes et nous on lui dit: «OK, bah, on prend». Alors c'était bien plus tard, hein, parce que enfin voilà, on avait déjà bien échangé, je pense que ça faisait, 6 mois qu'on s'était déjà rencontrés. Donc tu vois, il s'était déjà passé 6 mois où on avait échangé et cetera, enfin tout était, normal. Cet ami Cédric nous dit: «Ah, j'ai besoin de gens pour boîter, telle et telle commune», et on lui dit: «Bah, OK, vas-y, on va te les faire, pas de souci». On mange ensemble le soir et après on se dit: «Bon, bah, on y va». Donc on commence à faire notre boîtage, comme habituellement, on se gare à tel En voiture? en voiture. Alors en voiture, si tu veux, on était tous les 2, donc j'avais pas le permis. Non, j'avais toujours pas le permis et donc lui, il était venu me chercher, on était allés chercher les tracts, on avait dîné ensemble, un petit truc avant de partir et après on s'était arrêtés dans telle commune, tu sais, genre place de la mairie, tu te gares, tu prends tes tracts et tu y vas et en fait, on faisait, nos rues ensemble. Chacun de son côté, mais ensemble, quoi. À ce moment-là, Victoria, toi, dans ta tête, par rapport à lui, tu comment? Je suis paumée, moi. Je suis paumée parce que je sais qu'il a 3 enfants, je sais qu'il vit encore avec, son épouse, qui était son épouse à l'époque. Je sais aussi, parce que je l'ai compris, qu'en fait, ils vivent ensemble d'un commun accord pour les enfants. Mais voilà, moi je suis là, j'ai 22 ans, dans ma tête, c'est un peu Bagdad, quoi. Donc ça veut dire que tu étais vraiment attirée par lui, donc tu en étais consciente? Ouais, j'en étais consciente. J'en étais consciente à ce moment-là. Ce qui te fait peur, c'est la différence d'âge et sa situation. C'est un tout. Je me dis: «Mais dans quoi je mets les pieds?» J'ai 22 ans, il est plus vieux que mon grand frère, il a moins d'écart avec mon père qu'avec moi. Je vais tomber dans un état de quasi-dépression parce que, il y a cette volonté d'aller plus loin, il y a cette attirance, il y a cette volonté de ne vraiment pas faire de mal à mes enfants. Ça, c'était quelque chose de voilà. Et donc c'est mon médecin traitant un jour qui m'a dit parce que voilà, il m'a dit: «Mais Guillaume, il faut que tu te rendes compte, faut que tu te rendes compte de l'évidence. Tu n'es plus amoureux de ton épouse, tu es attiré par quelqu'un d'autre, c'est ou tu gâches ta vie ou tu te laisses aller à tes sentiments». Sans médicaments, ma thérapie, ça a été un soir d'annoncer à mon épouse que je ne l'aimais plus. Est-ce que c'était ma rencontre avec Victoria qui était un révélateur de cet état de fait? Puisqu'après, quand on est pris, dans la routine, du quotidien, du couple, des enfants, du travail, on a très peu de temps pour soi et pour, une introspection. Ma grand-mère qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie, m'a toujours dit parce qu'elle, elle avait enfin voilà, elle avait pendant la guerre, rencontré quelqu'un qu'elle avait malheureusement perdu, qui était décédé à la guerre. Elle m'avait toujours dit, «S'il te plaît, dans ta vie, sentimentale et personnelle, n'aie jamais de regrets. Si tu sens qu'il faut aller au bout d'un truc, vas-y. Même si tu te plantes, même si tu te trompes, vas-y». Et donc moi j'ai toujours, enfin j'ai toujours eu ça en tête en fait. Bah ouais, OK, tu as un truc en tête, vas-y, va au bout de ce que tu veux et tu verras bien là où ça te mène, mais tu as rien à perdre, et au mieux, tu auras jamais de regrets. Donc moi j'ai toujours ça en tête et je me dis: «Bah, de toute façon, voilà, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais». Et donc c'est cette nuit-là où, donc on boite, voilà, et puis vers 1 heure du matin, il commence à pleuvoir. Mais bon, en Normandie, on a l'habitude, on était bien équipés, K-Way et cetera. Donc on continue et tu vois, enfin les communes, on les connaît pas par cœur, il faisait nuit, donc on met le GPS. Et sur le GPS, on était dans une petite commune, peut-être 500 habitants, et sur le GPS, je vois qu'il y a un chemin rural, je savais pas encore ce que c'était, et je lui dis: «Bah vas-y, prends-la, c'est un raccourci». Moi, j'ai jamais conduit, j'avais pas le permis. Il me dit: «OK, on prend ce chemin». Et il s'avère que, en fait, au bout de quelques mètres, on se rend compte que le chemin, il est absolument pas praticable, qu'on va se planter. Et je lui dis: «Bah attends, il faut qu'on fasse marche arrière». On fait marche arrière, on fait marche arrière, et moi j'étais un copilote, mais en même temps il faisait nuit, nin. Et le truc fait que on a une roue qui tombe dans la rigole. En campagne, tu as les petits chemins ruraux, tu as une petite rigole où l'eau s'écoule et après tu as les champs. Et en fait, on a une roue qui tombe là-dedans. Et là, il pleut des cordes, on a une roue et la voiture, elle ne bouge plus. Il est 3 heures du matin, on sait pas où on est, et là on se dit: «Wow, OK». Donc on commence par sortir, de la voiture pour voir un peu l'état de la voiture et comment on est embourbé. Et voilà, on essaie des trucs, il essaie et cetera. Moi je suis là, j'essaie de mettre des planches qu'on trouve sur le
Enfin bref, on était mais dans un état, enfin, tu t'imagines le truc. Moi sous la pluie, en jean avec mes petites bottines en daim, lui qui fait tourner, la roue à mort, la boue qui me tombe dessus. Enfin, on était vraiment, c'était idyllique. Et moi, première réaction, enfin j'ai 22 ans et je lui dis: «Bah attends, je vais appeler mon frère». Et il me regarde, il me dit: «Ah non, non, je crois pas, non». Et là, il est du coup, il met enfin, tu vois, il appelle sur, le bouton alarme de la voiture, qui te plus ou moins localise, et on tombe sur un dépanneur, qui nous dit: «Bah OK, mais j'arrive dans», c'était un truc comme, 1 heure et demie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 heure et demie? On a beaucoup discuté. Alors déjà, on est rentrés, on a essayé de se sécher et de se laver, mais c'était catastrophique. On a beaucoup discuté dans la voiture, voilà, de tout, de rien, de la vie, de ce moment assez improbable. Naturellement, je l'ai prise dans mes bras pour la rassurer et puis on s'est embrassés. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu te dis: «Oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire?» ou tu te dis: «Ah ça y est, ça arrive», ou tu te dis tout en même temps, ou tu te dis rien? Je me dis tout en même temps, je crois. «Ah OK, c'est cool». Enfin, je suis un peu, retournée par le truc et en même temps, je me dis: «Wow, dans quoi tu t'embarques, Victoria?» Mais j'y vais. Le pas était franchi, mais j'étais pas encore dans l'acceptation de gérer la situation derrière avec mes enfants et surtout avec mes enfants. Parce qu'avec mon épouse, bon, voilà, je lui ai dit qu'on s'aimait plus, je ne l'aimais plus et j'étais convaincu qu'elle ne m'aimait plus non plus. Il y avait une certaine routine, mais elle était beaucoup plus casanière et beaucoup plus dans ce schéma de vieillir avec la même personne et ses enfants toute sa vie. Donc moi, ça ne me satisfaisait pas du tout, mais j'avais ce soin de protéger mes enfants. D'un commun accord entre guillemets, on en a discuté après avec mon épouse, et cetera. On a décidé que chacun, voilà, on restait ensemble, mais chacun continuait sa vie. Donc je continuais à voir Victoria, en journée, et cetera. Toi, tu penses quoi de cette situation? Sur le coup, j'en pense rien, en fait. Je vis mon truc. Pendant quelques mois et parce qu'en fait, tu es un peu dans le truc, donc tu te vois, tu te poses pas trop de questions, tu vois, tu vis le truc à fond et il va se passer plusieurs mois et au mois, je crois que c'était au mois d'août, je pars une semaine, avec, mon diocèse, à Lourdes. Je suis là pour aider les personnes malades et handicapées, en fait, pendant une semaine. Donc on les encadre, on les aide à manger, on les accompagne, enfin voilà, toilettes et cetera. Enfin, on est vraiment aidants pendant une semaine et pendant cette semaine-là, du coup, c'est toujours, très intense et moi, je sais que j'ai quasiment jamais mon téléphone. Donc j'échange, très, très peu de messages, quoi et à la fois, je me pose énormément de questions, du coup. Parce que tu es loin, parce que, voilà, tu es avec plein de monde, parce que tu es dans ton truc et en même temps, tu penses à ce qui t'attend, à ton retour et là, je suis paumée. Je suis paumée et je me sens un peu dépassée, en fait. Mais je me rends compte que quelques mois plus tard, du fait de l'éloignement et du fait d'être dans un environnement totalement différent. Comme si tu prenais, l'ampleur de la situation. Ouais, exactement, Donc du fait qu'il était, marié, qu'il avait ses enfants et que tu avais 20 ans de moins que lui. c'est ça. Après ce séjour, d'une semaine, je rentre, et je lui dis qu'il faut que ça s'arrête. En fait, je le quitte. Parce que je sens que la situation m'échappe, que j'arrive pas à la gérer, que je sais pas si j'arriverai à la gérer et en fait, j'ai la trouille, quoi. J'ai 23 piges et j'ai la trouille. Comment tu as réagi? Très mal. Là, je me suis rendu compte que c'était absolument, insupportable. C'est très dur à expliquer. Je tombais dans une, oui, oui, je pense une grosse dépression. Ça a été très difficile et cette situation-là a rejailli sur la famille et sur les enfants, parce que j'étais vraiment très mal, très renfermé, très très angoissé, très très mal, quoi. Ça a duré longtemps? Ça a bien duré, 3 semaines, un mois, oui. On s'en est expliqué avec Victoria qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon épouse et qu'elle, à l'âge qu'elle avait, il fallait qu'elle puisse construire sa vie, hein. Elle allait pas vivre comme ça toute sa vie, ce que j'ai tout à fait, compris. Le déclencheur a été son pèlerinage à Lourdes, n'a pas été neutre. Maintenant, j'en ai tout à fait conscience, mais peut-être que c'était pour me donner bonne conscience. Je l'ai aussi interprété comme un signe où, il fallait que je fasse un choix et j'étais convaincu, que, il y aurait des grandes choses et des belles choses à faire avec Victoria, d'un point de vue, humain, d'un point de vue religieux, enfin, d'un point de vue sens du message, chrétien. Que notre couple était pas forcément, avec 20 ans d'écart, était pas forcément quelque chose de mal, quelque chose
qu'on était attirés l'un vers l'autre pour qu'on fasse quelque chose de bien de cette nouvelle relation en termes de relations humaines, de respect, de rayonnement des autres, par rapport au message de la Bible. C'est un peu particulier parce que les 2-3 premiers jours, on est dans une maison, avec des copains en bord de mer, et du coup, en fait, je suis pas vraiment toute seule. Donc voilà, on est avec, les quelques amis, qui étaient partis à Lourdes et en fait, on a un petit sas de décompression et on vit ensemble, enfin voilà, on passe nos journées, on reparle des scènes qui ont pu être un peu particulières, histoire de bien décompresser et reprendre notre vie. Donc pendant 3 jours, moi, c'est un peu hors de mon esprit. Enfin, j'essaie en tout cas de ne pas y penser et après ces 3 jours, chacun reprend sa vie et là, je me prends une grosse claque, quoi. Enfin, je sais pas, je me dis tout et plein de choses. Je me dis: «Bah, ouais, mais en même temps, c'était inévitable». Enfin, pour moi, c'était inévitable, en fait, ça n'avait pas de on pourrait pas aller plus loin. Donc c'est un jour, c'est mon épouse qui s'en rendait bien compte de l'inconfort de la situation, de l'inconfort dans laquelle j'étais, dans l'inconfort elle, entre-temps, avait aussi rencontré quelqu'un. Donc on était dans la situation où on vivait chacun notre relation, tout en étant mariés pour le respect des enfants et cetera. Donc on a choisi de se séparer, elle m'a demandé de partir. Elle m'a pas mis dehors, voilà. On a essayé, de construire notre séparation en préservant les enfants. Et il m'écrit pour me dire, en fait, qu'il est parti, qu'il, loge, dans une abbaye qui est proche de chez nous et qu'on connaît très bien et qu'il est tout à fait prêt à me revoir si j'en ai l'envie. Donc il m'écrit ça un samedi matin et moi j'étais chez ma mamie, parce qu'on devait aller au mariage d'un de mes cousins. Et je sais pas, ma grand-mère sent qu'il y a un truc qui va pas et elle me dit: «Ah, tu bizarre» et cetera. Donc enfin, elle connaissait l'existence de Guillaume, hein. Et je lui dis: «Bah, voilà, il m'a écrit, il m'a dit ça et tout», et elle m'a dit, «N'oublie jamais ce que je t'ai toujours dit, n'aie jamais de regrets. Si tu penses qu'il faut que tu ailles le retrouver ou au moins que tu ailles discuter avec, alors tu viens pas au mariage et tu vas le voir cet après-midi». Et moi j'étais là, j'étais un peu paumée, je me suis dit: «Waouh, OK», et finalement je lui ai dit: «Bon, bah, je suis désolée mamie, mais je vais pas t'accompagner», et je suis allée le retrouver. J'ai eu une grande période de, je sais pas comment tu appelles ça, de retraite spirituelle et je me suis, trouvé à, alors ça va être un peu cucu ce que je vais vous dire, j'ai horreur de ça. Je me suis trouvé à en 5 minutes à lui écrire, ça me venait naturellement de lui écrire une prière sur notre relation. Ça me paraissait tellement spontané, sans réfléchir et cetera, que je lui ai envoyé. Et je pense que c'est ça qui a fini de la séduire et de la convaincre maintenant que j'étais seul et que les conditions étaient remplies pour qu'on puisse construire une vie à 2. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rejoints, qu'on s'est retrouvés. Et pourquoi tu dis que c'est une prière? Est-ce que c'est une forme particulière? Parce que c'est une femme particulière, parce qu'on a ce lien, spirituel qui nous reliait, parce que j'avais peut-être besoin, pour dépasser, l'amour que j'avais pour mes enfants, de le justifier ou de l'inscrire, dans un amour qui est aussi fort peut-être ou aussi, profond, qui est ma foi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu besoin de le faire dans le cadre d'une prière pour justifier un peu, cette relation. Même si, Dieu n'est pas celui qui décide de nos destins du jour au lendemain, c'est lui qui nous met des signes et c'est à nous de faire le choix de voilà, c'est notre libre arbitre. C'est ça que j'aime dans la religion, c'est qu'on garde notre libre arbitre tout en étant croyant et c'est à nous de faire les choix et c'est un peu en quelque sorte de justifier mes choix à travers la religion pour sacraliser et donner un, ne pas renoncer parce que voilà, étant croyant, il y a les liens du mariage et la promesse, l'engagement spirituel que je regrettais aussi beaucoup d'avoir rompu pour les enfants. Donc voilà, j'étais persuadé, je suis toujours convaincu que on nous a mis, Victor et moi, devant un choix à faire. Et c'est pour ça que j'avais pris cette voie-là et que je la justifiais à travers une prière qui m'est venue quasiment instantanément. On a pas mal discuté, on a beaucoup, beaucoup discuté de tout, de rien, de la vie, aussi de choses importantes, de la conception de la vie au sens large qu'on avait, de nos projets de vie parce que c'était quand même important, de ce qu'on attendait de notre futur. Je me suis dit: «Mais tu con, tu totalement amoureuse, arrête de passer à côté d'une histoire, parce que t'as peur, parce que, il y a de la différence d'âge. Vas-y et vis ce que t'as à vivre», et c'est reparti. Et là, love story. Et la love story. Lui, il était quand même dans une situation, compliquée. Très compliqué, ouais. Toi, par rapport à ça, et par rapport, à ta religion, ta croyance, tu te positionnais comment? Comment tu vivais le truc? Alors, moi, je le vivais très bien.
J'avais pas de soucis par rapport à ça, tu vois, je crois un peu au destin. Je me dis: «Bah, OK, il a été mis sur ma route. C'est que je devais le rencontrer, c'est qu'il devait se passer un truc». Après, par rapport à la religion, ça a été très compliqué, mais surtout quand ça a commencé à se savoir dans le regard des autres, dans le jugement des autres aussi. Parce que malheureusement, certaines personnes qui pourtant, étaient très engagées religieusement, on va dire, se sont permis de porter un jugement et en fait, enfin moi je sais que j'ai perdu pas mal de potes à cause de ça. Après je l'ai pas mal vécu, mais je l'ai pas non plus hyper bien vécu, tu vois? Enfin, c'est toujours un peu compliqué, quoi. J'ai perdu des références quand même, mais je me suis dit, que s'ils étaient pas à même de comprendre ou au moins d'entendre ce que j'avais à vivre, c'est que, finalement leur croyance, elle était pas aussi profonde que ce qu'on nous avait enseigné et que du coup, bah, tant pis pour eux, en fait. Que moi, j'avais pas envie d'être jugée, j'avais juste envie d'être accompagnée et enfin, clairement, le jugement, non, c'était niet, quoi. Alors, ouais, j'ai perdu pas mal de potes, mais après, aujourd'hui, je m'en porte pas plus mal, donc Après ce moment où vous vous revoyez, votre relation donc débute, devient officielle, donc vous assumez tous les 2. Aujourd'hui, quelle est votre situation? aujourd'hui, on est ensemble maintenant depuis pas mal de temps. On s'est mariés l'été dernier, ouais. La première consécration, c'est d'être mariés. On s'est beaucoup plus, tous les 2 main dans la main, c'est un couple spirituel, ce que je n'avais pas forcément avec mon ancienne épouse. Un couple beaucoup plus spirituel. Par exemple, on a décidé de se marier. L'année du mariage, on a décidé de faire, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on a commencé, Saint-Jacques. Moi, dans un schéma, de pensée, en rapport avec mon histoire. Donc pour moi, avant de me marier, c'était de faire un chemin de Saint-Jacques, entre guillemets, pour pénitence, puisque je rompais un vœu que j'avais fait devant Dieu. C'est de me demander pardon, de faire pénitence. On a recommencé cette année, ça fait 1 an qu'on est mariés. J'ai recommencé cette année et maintenant mon désir serait de pouvoir me remarier religieusement, ce que l'Église interdit tout à fait. Mais j'ai bon espoir, voilà. Tu vis avec ses enfants. Je vis avec lui et ses enfants. Enfin, maintenant, ils sont grands parce que du coup, vu qu'il y a de la différence d'âge, il a, 2 fils, qui sont en études supérieures et qui vivent, chez eux, mais qu'on a le week-end. Il a sa fille, qui vit en alternance entre, chez nous et chez son ex-femme. Ton rôle de belle-mère, ça a été simple pour toi? Franchement, ouais, parce que j'ai de la chance qu'il ait des gamins, absolument extra. J'ai jamais eu aucun souci avec eux. Ils m'ont jamais dit quelque chose de parfois dans des relations un peu, belle-mère, enfin «belle-mère» entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot. Il y a toujours des moments où, il y a un peu de friction et cetera et nous ça n'a jamais existé parce qu'en fait, je pense qu'ils ont tellement été on a mis tellement de temps à se rencontrer que le terrain a été préparé pendant longtemps, qu'ils ont entendu parler de moi, que moi j'ai beaucoup entendu parler d'eux. Du coup, en fait, la rencontre, c'était hyper stressant pour moi, plus pour moi que pour eux, je pense d'ailleurs. Mais ça s'est fait hyper naturellement et voilà, il y a jamais eu de souci, en fait. Toi, quand tu repenses à cette histoire, comment tu interprètes cette rencontre? Comment tu interprètes le fait qu'il ait débarqué dans ta vie à ce moment-là? Qu'il y ait eu un défi à relever, cette différence d'âge? Le fait que lui, il était déjà engagé dans une autre relation déjà très avancée? Comment tu interprètes ça, toi? Est-ce que tu as une façon de l'expliquer? Pour moi, c'est un signe. C'est un signe parce que quand j'ai rencontré Guillaume la première fois, je me posais pas mal de questions. J'étais un peu en introspection sur moi. Je faisais mes études, de notariat, mais en même temps, je savais pas si j'étais faite pour ça et je me posais beaucoup de questions et notamment de la question de savoir si j'allais rentrer dans les ordres. Donc j'étais vraiment dans cette, période un peu particulière où j'étais hyper engagée à la fois politiquement, mais à la fois, dans mon diocèse et Guillaume est arrivé et je me suis dit: «OK, c'est un signe qui me dit que en fait ma vie, ma place, elle est pas là. Elle est pas là où je pense qu'elle est, mais, elle est peut-être avec lui». Et qu'est-ce qui l'a changé justement? Qu'est-ce qui l'a changé dans la vision que tu as de la vie? La présence de Guillaume à tes côtés? Il a tout bouleversé de toute façon. L'arrivée de Guillaume, l'arrivée de ses enfants dans ma vie, ça a absolument tout bouleversé. J'avais une conception, c'est un peu bête ce que je veux dire, un peu fermée de ce qu'était la famille, de l'amour, du couple aussi. Parce que enfin voilà, je pensais pas encore que le divorce était possible. Enfin si, je savais que c'était possible, mais si tu veux, j'en avais une conception particulière. En même temps, j'avais 23 ans, j'avais pas d'enfant, pas de famille à moi réellement, à part ma famille.
Il est venu tout bouleverser en fait en l'espace d'un après-midi, d'une rencontre de quelques heures. Et finalement, ça a totalement redessiné la conception de l'amour en tant que tel que j'avais, si tu veux. Parce que quand tu rencontres la bonne personne, en fait, tu comprends que c'est la bonne personne et tu te dis, parce que avant lui, j'avais eu une autre relation, et tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'était foireux comme relation. Enfin, c'était vraiment, tu te dis après coup, avec beaucoup de recul, que ok, t'as bien fait de partir parce que cette relation était vraiment foireuse. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, notamment par un écrit qu'il m'a envoyé, que j'avais trouvé la bonne personne. Une prière? Une prière, ouais, tout à fait. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu d'ailleurs. Ça a beaucoup changé de choses dans la vision de ma vie. Déjà, ça m'a libéré un peu, là, si on est sur avant de rentrer dans la philosophie ou dans la spiritualité, ça m'a permis d'assumer ma spiritualité et ma croyance. Voilà, je m'inscris beaucoup plus dans un parcours spirituel de vie qu'avant. Avant, j'étais croyant, c'était à côté de moi, à côté de mon évolution de vie, j'étais croyant, j'étais comme ça. Maintenant, j'essaye beaucoup plus et je vis beaucoup plus dans la spiritualité. Alors, je suis pas du tout dans le trip, ce que moi j'appelle un peu, je manque un peu de respect, et je pense que j'appelle les cathos rigolos, vous savez, où c'est formidable. Hein. Non, enfin, j'ai plus une spiritualité solitaire. Donc là, déjà, ça m'a permis plus de l'assumer. On va régulièrement à la messe, pas là où on vit, parce que voilà, je suis pas trop en phase avec la communauté chrétienne de ma ville, mais plus dans des abbayes, vous savez, des jeux de spiritualité, de réflexion. Donc voilà. Et d'un point de vue intime, je suis devenu beaucoup plus empathique et distancié vis-à-vis du jugement que je peux avoir par rapport aux autres. J'ai découvert en quelque sorte l'assertivité. Donc mon histoire, où je partais du principe dans ma ligne de vie que mariage, enfants, protection des enfants, faire grandir les enfants, etc. Si j'étais confronté, ça m'est jamais arrivé, hein, mais si je pouvais être confronté à quelqu'un qui divorçait, etc., de le juger sur cet acte de divorce. Et là, ça m'a appris que, quelque sorte, un déterminisme social dont on parlait tout à l'heure, une sorte de déterminisme social où la situation à laquelle on peut être confronté en tant que témoin est le résultat de l'histoire personnelle que la personne qu'on a en face de vous a vécue. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis allé à l'encontre de toutes mes valeurs, de toutes mes croyances, et je sais l'expliquer et je l'assume tout à fait. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit et la tolérance sur les parcours de vie des autres personnes. Ça me conforte dans ma religiosité de ne pas juger les autres. C'est qui je suis pour juger. Pour moi, il n'y a que Dieu qui peut juger, et surtout pas nous, pauvres humains, qui pouvons juger les autres. On est tous le fruit d'une histoire, le fruit de choix, et en quoi je me permettrais de juger les autres. Par rapport au premier hashtag, là, où mal aimant, je suis mal aimant, j'ai aussi appris à être un peu plus respectueux de l'amour qu'on me porte, qu'on me donne. Avec Victoria, je considère que l'amour sincère, hein, c'est vraiment sincère, c'est fort, elle me le fait ressentir tous les jours, qu'elle me porte, ne fait pas partie d'un process habituel. C'est pour moi, c'est un véritable cadeau de la vie. Parce qu'on est un peu trop pris dans cette côté routinier. Quand on arrive à la fin des études, on rencontre une femme ou un homme, donc on est ensemble au moment où on a l'âge de se marier, donc on se marie, on fait des enfants, on est amoureux, hein, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais l'amour fait un peu partie un peu de la routine ou d'ustensiles qui accompagnent notre vie. Là, comme c'est un peu, entre guillemets, anormal, c'est pas quelque chose qui est dans le cycle normal de la vie ou de ce qu'on voit, et comme j'apprends et je découvre la sincérité de l'amour et la force de l'amour que Victoria me porte, ça m'a permis d'être pas dans un schéma traditionnel, donc c'est vraiment quelque chose que je sacralise et que je respecte, et je suis un peu moins mal aimant, mais toujours quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com, et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this?
What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get